Si on prend un adulte en pleine santé et qu'on le prive totalement de nourriture, ben, son corps va mettre en place un plan de survie qui est franchement remarquable. Ouais, c'est le mode famine, quoi. Exactement. Il va s'auto-cannibaliser, puiser dans ses graisses, ralentir son métabolisme, et cette personne pourrait techniquement survivre plus d'un mois. C'est ça. Mais, et c'est là que ça frappe, si on lui enlève un seul verre d'eau par jour par rapport à ses besoins physiologiques de base, en 48 heures, son cerveau commence littéralement à rétrécir à l'intérieur de sa boîte crânienne. Ah ouais, la perte de volume est immédiate. Les maux de tête explosent, la confusion s'installe, enfin, l'effondrement du système est d'une brutalité inouïe. C'est fou quand on y pense, parce que l'ironie, c'est qu'on a tendance à considérer ce liquide comme un simple matériau de remplissage. Tu vois, une substance un peu passive, qui sert juste à faire le volume, quoi. Un peu comme l'eau dans un ballon de baudruche. Voilà, exactement. Or, quand on observe les données compilées par le Musée de la Santé Armand-Frappier sur la biologie humaine, D'ailleurs, c'est la source principale de notre exploration en profondeur d'aujourd'hui, cette fameuse présentation. tout à fait, eh ben, la réalité frappe de plein fouet. L'eau, c'est le rouage le plus agressif, le plus dynamique et surtout le plus indispensable de toute notre ingénierie interne. Ok, décortiquons tout ça, parce que l'idée de l'analyse d'aujourd'hui, c'est pas de répéter ce vieux cliché de santé publique, tu sais, celui qui nous martèle de boire 1,5 litre par jour. Ouais, le fameux conseil qu'on entend partout. C'est ça. Notre objectif, c'est vraiment d'ouvrir le capot de la machine humaine, de regarder comment nos cellules utilisent chaque goutte. Parce que je suis convaincue qu'une fois qu'on a compris la biochimie derrière un simple verre d'eau, la perception même de la soif change du tout au tout. Complètement. Et pour commencer, je pense qu'il faut réaliser à quel point cette substance nous définit physiquement. Bah, les chiffres de base posent le décor, hein. Un adulte moyen, c'est constitué à 60% d'eau. 60%. Ouais, plus de la moitié de notre masse corporelle est purement liquide. Mais ce qui est fascinant ici, c'est de regarder l'évolution de ce pourcentage au cours d'une vie humaine. Ce n'est pas fixe du tout. Justement, le chiffre pour un nouveau-né, il est vertigineux, c'est 75%. C'est énorme. Un bébé est fait aux trois quarts d'eau. Et j'avoue que j'ai toujours imaginé la construction du corps humain comme, je sais pas, un bâtiment en briques et en ciment. Ouais, avec les os qui font la charpente, les muscles qui s'empilent. Voilà, c'est l'image qu'on a tous. Mais en voyant cette statistique du musée, ça ressemble plutôt à un aquarium ultra complexe dont les parois changeraient de densité avec le temps. C'est une super métaphore, l'aquarium. Mais du coup, la question qui me vient inévitablement à l'esprit, c'est pourquoi la nature exige-t-elle qu'un être humain commence son existence avec une telle surcharge hydrique? C'est quoi l'intérêt? En fait, la réponse se trouve dans la vitesse de la division cellulaire. D'accord. Tu vois, un nouveau-né, c'est pas juste un adulte en miniature. C'est un véritable chantier de construction biologique en accéléré. Ouais, tout grandit à une vitesse folle. Puisse se développer correctement, Il leur faut de la place. il leur faut surtout un environnement hautement malléable. Et ces 75% d'eau offrent une matrice liquide parfaite pour ça. C'est vraiment le milieu optimal pour que les nutriments voyagent à la vitesse de l'éclair vers les zones de croissance. Ah, donc le corps utilise ce surplus comme une sorte de bouillon de culture primordiale, en fait, pour faciliter le transit des matériaux de construction. C'est exactement ça. Et j'imagine qu'en vieillissant, l'architecture interne se modifie. Voilà. La masse osseuse se calcifie, donc elle se solidifie. Les tissus graisseux augmentent aussi, proportionnellement. Et donc, mécaniquement, ce fameux ratio liquide diminue pour se stabiliser autour de nos 60% d'adultes. Tout à fait. C'est une adaptation mécanique de l'évolution de notre corps. Mais tu sais, ça soulève un autre mystère pour moi. Si nous sommes fondamentalement des outres remplis de dizaines de litres d'eau qui se baladent, que fait tout ce liquide concrètement? Je veux dire, il ne peut pas juste stagner là à rien faire. Surtout pas. S'il stagne, c'est la mort cellulaire assurée. C'est la fin. Ah oui, carrément. Ah bah oui. L'eau, elle opère en fait sur 3 fronts biochimiques majeurs en permanence. Le premier, c'est évidemment le transport. Et c'est là que les propriétés physiques de la molécule H2O entrent en jeu. La fameuse molécule. Voilà. Parce que l'eau a une polarité unique. Elle possède une charge qui est légèrement positive d'un côté et négative de l'autre. Comme un aimant en gros. Exactement. Ce qui en fait le solvant universel par excellence. C'est fascinant parce que souvent, on utilise la métaphore des camions de livraison sur une autoroute pour décrire ce transport. Mais en lisant les données du musée, je me dis que ça rend pas du tout justice à la mécanique moléculaire. Non, c'est un peu trop passif comme image. Ben oui,
Plutôt que des camions sur une route, moi j'imagine l'eau comme le métro d'une grande métropole à l'heure de pointe. Ah, j'aime bien ça. Tu vois, la polarité de l'eau, elle agit comme les portes du métro qui s'ouvrent avec force, arrachant littéralement les molécules de nutriments et de sels minéraux sur le quai pour les dissoudre en elles à l'intérieur du wagon avant de glisser à travers les parois cellulaires pour livrer la marchandise. C'est super visuel. Et la métaphore du métro est bien plus proche de la réalité biochimique, parce que l'eau interagit physiquement avec ce qu'elle transporte. Elle ne fait pas que porter, elle englobe. Elle s'accroche aux choses. Voilà. Mais son rôle va encore plus loin qu'un simple véhicule. Le musée souligne que l'eau participe directement aux réactions chimiques métaboliques. C'est-à-dire, Si l'on relie cela au contexte global, prenons la création d'énergie par exemple. Pour que nos cellules transforment le sucre de notre alimentation en énergie utilisable, un processus qu'on appelle l'hydrolyse est nécessaire. hydrolyse, donc hydro, l'eau. Exactement. Comme son nom l'indique, l'hydrolyse utilise carrément une molécule d'eau pour briser les liaisons chimiques des nutriments. Ah, waouh! Sans l'eau pour agir comme, disons, un marteau moléculaire, le carburant resterait bloqué. Il serait totalement inutilisable par la cellule. Donc l'eau est vraiment un outil actif. Et j'imagine que le revers de la médaille de cette production industrielle d'énergie, c'est la création de déchets, non? Des sous-produits toxiques. Eh oui, la thermodynamique a un prix. Toujours dans notre métropole cellulaire, si les usines tournent à plein régime, forcément, elles crachent des polluants. Donc l'eau reprend alors son rôle de métro, j'imagine. C'est ça, mais cette fois, c'est pour évacuer. Elle ramasse l'acide lactique, l'urée, les toxines diverses, Les fameux camions poubelles. et elle transporte tout ça vers les reins et le foie, que ça soit filtré. Ce qui fait que si on coupe l'approvisionnement en eau, on ne meurt pas de faim en premier. On s'intoxique de l'intérieur par l'accumulation de nos propres déchets métaboliques en l'espace de quelques jours. C'est effrayant. Cette fluidité constante, c'est littéralement la seule barrière entre un fonctionnement normal et l'empoisonnement pur et simple. D'accord. Cependant, ce balai chimique intense dont on vient de parler, il crée un autre problème majeur. Toute transformation d'énergie obéit aux lois impitoyables de la physique. La chaleur? Voilà, fabriquer de l'énergie génère de la chaleur. Le corps humain est une véritable chaudière qui produit continuellement de la chaleur interne, ce qui nous amène inévitablement à la grande question de la température. Et ça, c'est vraiment le point névralgique de la présentation du musée Armand Frappier. Ils illustrent l'importance vitale du maintien de la température corporelle autour de 37 degrés Celsius. Ouais, le fameux 37 degrés. Ils font même une démonstration en direct dans la vidéo. C'est assez parlant. L'animateur prend sa température au repos, 37 degrés. Ensuite, il fait une série d'exercices physiques intenses pendant à peine quelques minutes. Genre des flexions, des sauts. Ouais, un truc assez cardio. Et il reprend sa température juste après, 37,6 degrés. Et la conclusion du musée est que cette augmentation d'à peine 0,6 degrés, ça déclenche immédiatement un système d'urgence massif dans le corps. Absolument. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, honnêtement, ce qui me laisse perplexe, c'est la disproportion de la réaction. Je veux dire, pourquoi est-ce que le corps panique pour une malheureuse fraction de degré? Ça paraît dérisoire, 0,6. Ça paraît dérisoire pour nous, à notre échelle, mais à l'échelle moléculaire, 0,6 degrés, c'est un tremblement de terre. C'est une alerte rouge absolue. Attends, sérieux? Oui, parce que tout repose sur les enzymes. Les enzymes, ce sont un peu les ouvrières de notre métabolisme. Elles gèrent absolument tout, de la digestion à la respiration cellulaire. Ok. Et ces enzymes, elles ont une forme tridimensionnelle extrêmement précise. Imagine une clé et une serrure. D'accord, je vois l'image. À 37 degrés, très exactement, la clé entre parfaitement dans la serrure. Tout roule. Mais si la température interne monte à 37,6 ou pire 38 ou 39 degrés, Qu'est-ce qui se passe? ces protéines commencent à se déformer physiquement, sous l'effet de la chaleur. Comme un morceau de plastique laissé en plein soleil sur le tableau de bord d'une voiture, tu vois. Ah ouais, la clé fond et elle rentre plus du tout dans la serrure. Exactement. Et si le corps ne stoppe pas cette hausse de température immédiatement, les enzymes fondent, les réactions chimiques s'arrêtent net, et c'est le coup de chaleur. C'est mortel. C'est un équilibre terrifiant en fait. On est toujours sur le fil du rasoir. Donc pour éviter que le moteur ne fonde littéralement, le corps utilise l'eau comme un système de refroidissement liquide à très haute performance. C'est notre radiateur interne. Le sang, qui est chauffé par le travail des muscles, il est dérivé vers la peau. Ensuite, les glandes sudoripares,
pompe l'eau de notre corps et la pousse vers la surface. Et en s'évaporant, cette eau emporte la chaleur avec elle dans l'air. C'est le principe de la climatisation, ni plus ni moins. C'est une merveille d'ingénierie, clairement. Mais le coût de cette climatisation, il est colossal. Les données du musée indiquent qu'un adulte perd en moyenne entre 2 et 2,5 litres d'eau par jour. C'est énorme. Principalement par cette transpiration imperceptible et par l'urine, bien sûr. Mais pour que les gens se rendent compte, c'est le volume d'une énorme bouteille de soda familiale qui s'évapore de nous au quotidien. C'est dingue. Et encore, ce volume fluctue de manière dramatique. Ce n'est qu'une moyenne. Le corps, il analyse les variables en temps réel. L'humidité de l'air, la température extérieure, l'intensité de ton effort musculaire. Comme un ordinateur? C'est ça. Le cerveau ajuste l'ouverture des vannes à la microseconde pour garantir que la température reste ancrée à 37 degrés. Mais le corollaire de cette perte massive et vitale, c'est l'obligation absolue de combler le déficit. Et c'est quand même fou de se dire qu'on perd l'équivalent d'une grande bouteille familiale juste pour ne pas surchauffer sur place. Ouais. Si on a une telle fuite dans le système, la question n'est pas seulement de savoir s'il faut la boucher, mais surtout, comment le corps s'y prend-il pour récupérer cette eau sans qu'on passe notre journée littéralement greffée à un robinet? On ferait que ça de nos journées, sinon. Et là, le musée apporte une nuance hyper surprenante sur la provenance de nos apports hydriques. Moi, j'ai toujours pensé que l'eau, ça venait de ce qu'on buvait, point. C'est ce que tout le monde pense. Mais la boisson pure ne représente en réalité que 70 à 80% de notre approvisionnement. Ce qui laisse quand même un bon pourcentage dans la nature. Voilà. Les 20 à 30% restants, ils proviennent de la nourriture solide. Et c'est là que la structure même de nos aliments joue un rôle fondamental dans notre équilibre hydrique. Alors, attends, parce que c'est là que j'ai un vrai problème avec l'expérience proposée par le musée. Ah bon? Laquelle? Celle où il demande de classer plusieurs aliments selon leur teneur en eau. Alors, on a le concombre, le radis, le citron, la fraise, l'aubergine et les champignons. Oui, le test de classement. Si on se fie à notre instinct basique, la logique voudrait que le citron, qui est juteux, qui te dégouline sur les doigts dès qu'on le coupe, qu'il soit en tête de liste. Ou la fraise, à la limite. Ça paraît logique visuellement? Et à l'inverse, un champignon, c'est texturé, c'est hyper sec ou touché, ça ressemble presque à du polystyrène, franchement. C'est vrai que la texture est particulière. Pourtant, le musée affirme haut et fort que le concombre est premier avec 97% d'eau, suivi de près par le radis, et le champignon écrase complètement le citron et la fraise. Alors là, comment un morceau de polystyrène végétal peut-il contenir plus d'eau qu'un fruit qui en est visuellement gorgé? Moi, je refuse d'y croire. Je comprends la réaction, mais cela soulève une question importante. L'intuition visuelle et tactile est un très mauvais instrument de mesure en biologie. Ça, c'est sûr, nos sens nous trompent. Le secret réside en fait dans la structure des parois cellulaires. Prenons ton polystyrène végétal, le champignon. Oui, défendons le champignon. Il est constitué de mycélium et de chitine. Ce sont des structures microscopiques qui agissent comme une éponge moléculaire redoutable. L'eau y est piégée, littéralement emprisonnée à l'intérieur des cellules. C'est ce qui donne cette texture un peu ferme et sèche à l'extérieur. D'accord, donc l'eau ne s'échappe pas quand on le touche. Voilà. Le citron, par contre, il contient de l'eau, certes, mais il est surtout bourré de fibres complexes, de sacs d'acide citrique et de sucre qui, eux, occupent un volume physique très important dans le fruit. Ah, donc l'eau a moins de place au final. Exactement. Le champignon, lui, n'est presque qu'une architecture vide, une espèce de filet rempli d'eau pure. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie? Ça veut dire que nos sens nous mentent en permanence? L'eau n'a pas besoin de couler pour être présente de manière massive. C'est exactement ça. Ce qui veut dire qu'on peut littéralement manger notre eau? Ingérer un concombre ou une poignée de radis en collation, c'est comme avaler une capsule d'eau à libération lente. Oui, à libération lente, c'est le terme parfait. Parce que le corps doit d'abord briser ces fameuses parois cellulaires lors de la digestion pour pouvoir récupérer le précieux liquide à l'intérieur. Ce qui étouffe un peu la soif sur la durée. C'est une stratégie d'hydratation tellement plus complexe et intéressante que de simplement boire un verre d'eau au lavabo. Et parfois bien plus efficace pour l'hydratation intracellulaire. Mais dis-moi, si on ne mange pas assez de radis ou tout simplement qu'on oublie de boire pendant des heures, au bureau par exemple, que se passe-t-il concrètement quand les réserves s'épuisent? Le déclin, il est hyper insidieux. En fait, bien avant même que la sensation de soif n'apparaisse consciemment, ton corps réagit déjà au manque de liquide. Donc la soif, c'est pas le premier signal? Non, c'est plutôt un des derniers. Le volume total de sang dans les veines diminue très légèrement quand tu manques d'eau. La conséquence immédiate, c'est que le sang devient plus visqueux.
plus épais, comme du sirop. Aïe, aïe, aïe. Et donc, le cœur doit pomper avec beaucoup plus de force pour réussir à faire circuler ce liquide épaissi dans les vaisseaux. Ça demande une énergie folle. Énorme, la pression artérielle se modifie, et pour un athlète ou même quelqu'un qui fait un simple effort, la baisse de performance est fulgurante. L'oxygène arrive beaucoup moins vite aux muscles, et surtout, la climatisation corporelle, la fameuse transpiration dont on parlait, elle commence à faiblir parce qu'il n'y a plus assez de matière première pour produire la sueur. Ce qui signifie que la sensation de soif, au final, c'est pas un système de prévention précoce du tout. Non, pas du tout. La soif, moi, je le vois un peu comme la sirène des pompiers qui retentit quand la charpente de la maison est déjà en train de brûler. C'est une excellente analogie. Le feu est déjà pris. Et le mal est fait. Et pour contrer ce petit retard évolutif, le musée Armand Frappier termine son exposition avec des stratégies d'hydratation au quotidien. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'au lieu de se contenter de vieux conseils médicaux ennuyeux, il plonge carrément dans la psychologie comportementale. Ah bah ils ont très bien compris que la physiologie pure ne suffit pas à changer les habitudes des gens. Bah oui, on le sait qu'il faut boire, mais on le fait pas. Parce que le cerveau humain n'a pas évolué pour nous récompenser fortement quand on boit de l'eau plate. Tu sais, contrairement au sucre ou au gras, qui déclenchent des cascades de dopamine intenses. Ah oui, le fameux circuit de la récompense. Voilà. Parce que ces nutriments-là étaient hyper rares dans la nature autrefois. Donc le cerveau te récompensait pour en avoir trouvé. L'eau, par contre, elle était généralement disponible, donc le cerveau ne nous donne pas de grandes décharges de plaisir en buvant un simple verre d'eau plate aujourd'hui. Il s'en fiche un peu, quoi. C'est ça, c'est normal pour lui. Donc il faut réussir à contourner ce manque de récompense chimique. Et c'est pour ça qu'il suggère des trucs comme aromatiser l'eau avec des fruits ou des herbes. Ça stimule le système olfactif et gustatif, ça trompe un peu le cerveau. Exactement. Il parle aussi d'utiliser la technologie, genre mettre des alarmes sur nos téléphones portables pour créer une sorte de conditionnement pavlovien. Mais honnêtement, le détail qui m'a le plus fait sourire dans leur présentation, c'est leur recommandation formelle d'avoir une gourde réutilisable sur soi. Et attention, il précise textuellement, et en plus, si elle est rigolote, c'est tant mieux. Ouais, la fameuse gourde rigolote. Non mais quand une institution de santé publique préconise une gourde rigolote pour s'hydrater, on n'est plus dans la médecine, on est dans le piratage neurologique pur et dur. Mais c'est exactement du piratage de boucle d'habitude. C'est brillant. L'aspect visuel de l'objet compense totalement l'absence de récompense gustative dont on parlait. L'œil est attiré. Voilà. Un objet attrayant ou coloré attire l'œil, il capte ton attention sur ton bureau, dans l'espace de travail, il déclenche le geste de boire par une simple exposition visuelle répétée. C'est le rappel visuel qui crée l'action. C'est fou. C'est une manière super intelligente d'utiliser nos propres biais cognitifs pour maintenir, au final, l'équilibre osmotique de nos cellules. En combinant l'ingestion d'aliments pièges à eau, comme nos favoris champignons, les rappels sonores technologiques et des objets visuellement stimulants, on parvient à contourner les failles de notre propre biologie. En fin de compte, que ce soit à travers cette matrice liquide fondamentale d'un nouveau-né dont les cellules se divisent à une vitesse folle, Mhm. le métro chimique qui dissout et transporte nos nutriments à la force de ses pôles magnétiques, Ouais. ou encore cette eau cachée dans la forteresse cellulaire d'un champignon. Les données de ce musée révèlent vraiment un changement de paradigme total. Tout à fait. On ne consomme pas vraiment de l'eau. Moi, je dirais qu'on la loue temporairement. On fait circuler ce fluide à travers nous pour faire tourner notre moteur thermodynamique, pour évacuer les cendres de notre combustion interne, avant de la relâcher finalement dans l'environnement. Et cette notion de location temporaire, c'est vraiment la métaphore la plus exacte qu'on puisse trouver. Nous sommes des systèmes ouverts. On est traversé en permanence par ce fluide qui orchestre la moindre seconde de notre survie avant de tout simplement poursuivre son grand cycle à l'extérieur de nous. C'est fascinant. Et pour terminer notre exploration d'aujourd'hui, cette notion de survie thermodynamique soulève pour moi une réflexion finale qui donne honnêtement un peu le vertige. Je t'écoute. Nous avons vu que notre corps dépend d'un système de refroidissement liquide d'une précision chirurgicale. Un système calibré pendant des centaines de milliers d'années d'évolution pour évacuer la chaleur interne dans une atmosphère terrestre, disons, normale. Oui, avec des moyennes thermiques tolérables. Mais le climat change. Et il change vite. Les vagues de chaleur extrême et les taux d'humidité grimpent en flèche à travers le globe. Et physiquement parlant, si l'air extérieur devient plus chaud et plus saturé d'eau que notre propre corps, l'évaporation de la sueur, notre seule défense, devient physiquement impossible. L'air ne peut plus absorber d'eau. C'est la limite du bulbe humide, oui.
Exactement. Donc la question qui se pose pour les décennies à venir n'est plus seulement de savoir si nous aurons assez d'eau douce à boire, c'est surtout de savoir si ce chef-d'œuvre de l'évolution biologique, qui est notre climatiseur intégré, ne va pas tout simplement percuter le mur implacable des lois de la physique. C'est une vraie limite matérielle. Notre machine interne saura-t-elle s'adapter à un monde où transpirer ne sert littéralement plus à rien pour se refroidir? Eh bien, pour ceux qui nous écoutent, c'est une pensée vertigineuse à garder à l'esprit la prochaine fois que la soif se fera sentir et que l'on observera, tout simplement, un petit verre d'eau.